normal. Bonjour, oui, c'est normal que vous n'ayez pas de son, j'ai coupé mon micro. Je n'ai pas commencé encore la réunion. Bonjour Aude. Vous avez votre micro de coupé par contre. On ne vous entend pas. Toujours pas. On ne sort toujours pas. Voilà, je pensais qu'en appuyant sur la barre espace, voilà, ça marchait, mais visiblement non. Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour. Oui, j'attends un petit peu parce qu'on attend plus de 31 personnes et j'ai peu de monde. Alors, du coup, je voulais attendre plus que 35 et puis je commencerai à 35. Pas de souci. Tant pis pour les... Oui, bah faut faire avec. Donc, bonjour à tous. On va débuter le webinaire partenaire. Donc, vous me confirmez que vous m'entendez tous bien? Ok, parfait. Aujourd'hui, pour faire le webinaire partenaire, moi, je me présente, je suis Madame Belgrand, je suis responsable relations clients et services production de la CAF et je serai accompagnée par deux de mes collaboratrices. Donc, Delphine Lacroix, responsable d'unité service prestation. Et Jennifer Garnier, conseillère technique thématique au service action sociale. Voilà, donc on a un webinaire assez chargé pour cette présentation dans le sens où on va vous faire une présentation de la réforme de la solidarité à la source qui est arrivée depuis le 1er mars 2025. Et c'est vrai que du coup, comme c'est une réforme assez importante en termes d'accompagnement, on a préféré en fait vraiment axer le webinaire du mois de mars sur cette réforme, sur cette thématique, dans le sens où il va y avoir vraiment un renforcement de la communication auprès de nos usagers et également vous en tant que partenaire, parce que c'est une réforme en fait qui va changer les pratiques et qui dit changement de pratique dit forcément inquiétude des usagers et donc besoin de réassurance. Donc, je vais vous partager l'écran. Vous allez juste me confirmer par des pouces que vous le voyez bien. Parfait. Mettre en mode diaporama. Voilà. Donc, effectivement, du coup, on est vraiment sur la présentation des actualités de la CAF pour la mars 2025 et le focus spécifique sur la réforme de la solidarité à la source. Plusieurs excusez-moi, oui. Je pense qu'on ne voit pas votre bon écran. On voit l'écran du présentateur et pas le diaporama en tant que tel. Est-ce que là, vous voyez le diaporama? Oui, mais pas en format diaporama. Ouais, mais je ne pourrais pas le mettre, du coup, ça ne va pas fonctionner. Ça va, vous voyez quand même assez grand? Pour moi, c'est bon. Ok, bon, on va maintenir comme ça, du coup. Donc, dans les diverses actualités, on va faire un zoom sur les aides aux vacances de 2025, puisque les notifications aux allocataires ont été adressées courant du mois de février. On fera donc une actualité sur la Semaine nationale de la petite enfance sur l'année 2025. Il y aura un zoom donc, de l'offre de travail social de la CAF pour vous présenter un petit peu l'offre qui est faite en fonction des diverses thématiques et des événements de vie des allocataires. Donc ça, c'est Jennifer, ma collègue, qui prendra le relais. Une nouvelle actualité, on a un nouveau simulateur pour la VVC, l'aide aux victimes de violences conjugales, qui a été mis en place à partir du 1er mars. On vous fera un petit zoom en fait sur les rendez-vous allocataires et le fait qu'on soit présent dans l'ensemble du département de la CAF, de la Haute-Marne, pardon. La prévention des indus, comment contacter la CAF depuis l'application mobile. Et puis, donc, on verra aussi un zoom sur l'allocation journalière proche parents et la chaîne YouTube qui a été revisitée.
avant de passer bien évidemment à la grosse actualité, donc la réforme de la solidarité à la source. C'est pour ça qu'on a quand même un webinaire assez chargé en termes d'actualité. Donc, on s'arrêtera à chaque Zoom pour savoir si vous aviez des questions et puis on fera un temps d'échange à la fin du webinaire. Donc, je vais laisser ma collègue Jennifer vous présenter donc, les actualités liées à l'action sociale. Donc, la campagne d'aide aux vacances 2025 a été lancée récemment, donc avec l'envoi des notifications aux allocataires courant février. Donc, en effet, 70% des familles en France aux revenus modestes renoncent à s'offrir des vacances. Et donc, pour faciliter ces départs en vacances, la CAF propose une aide financière aux familles. Donc, il y a l'aide aux vacances aux familles qui permet une prise en charge d'une partie des frais de séjour selon la composition du foyer et le quotient familial. Et il y a également l'aide aux vacances enfants qui permet, elle, une prise en charge des frais de séjour des enfants, donc qui est calculée également selon la composition du foyer et le quotient familial. Donc, les familles qui remplissent ces conditions ont reçu courant février une notification d'attribution. Les familles peuvent connaître le montant de leur aide directement sur leur espace Mon Compte. Donc, cette année, la CAF a élargi les bénéficiaires potentiels de ces aides, donc en augmentant le quotient familial à 900 € contre 750 € pour la campagne 2024. Et donc, le détail des aides aux vacances est disponible sur une page dédiée directement sur caf.fr. Donc, cette année, il y a 9 961 enfants qui sont potentiellement bénéficiaires des aides aux vacances familiales. Donc, ça représente 4 999 allocataires. Et il y a 8 826 enfants qui sont potentiellement bénéficiaires des aides aux vacances. Pardon. En 2024, il y avait 8 826 enfants qui étaient potentiellement bénéficiaires de l'aide aux vacances enfants. Donc, on peut dire qu'on a quand même une augmentation du nombre de bénéficiaires des enfants liée en fait à ce qu'on a révisé au niveau du montant du quotient familial, puisque pour cette année, dans le règlement intérieur d'action sociale, on a changé le quotient. Avant, on était sur des aides pour un QF entre 750 et 800 en fonction des différentes aides qu'on offrait. Là, on a basculé à 900 €, ce qui permet quand même d'augmenter en fait le potentiel de familles concernées par les différentes aides. Donc, les allocataires ont reçu la notification mi-février et maintenant, ils doivent aller donc, sur le site VACAF pour aller réserver leur séjour. Et c'est bien soumis au budget disponible. C'est-à-dire que toutes les familles, enfin, il faut pas trop tarder à aller s'inscrire puisque c'est pas parce qu'ils ont eu une notification qui leur dit qu'ils peuvent accéder qui pourront en bénéficier. Hein. C'est sous réserve des fonds disponibles. Exactement. Donc, l'aide aux vacances enfants, elle est accordée aux enfants qui sont nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2021. Donc, ça est à destination d'un séjour de 5 à 10 jours par enfant et par année. Et donc, ce séjour doit être organisé pendant les vacances scolaires et elle est organisée par une structure qui est conventionnée par la CAF de la Haute-Marne. Donc, pour les enfants de 11 ans, il y a une aide supplémentaire qui est versée, donc qui s'appelle le Pascolo. Le Pascolo, c'est une aide qui a été faite à partir de l'année dernière. Hein. C'est une nouvelle aide. Elle était déjà destinée aux enfants de 11 ans sur l'année 2024. Elle est prolongée du coup sur l'année 2025. Et ça permet du coup d'avoir une aide supplémentaire en plus des aides aux vacances enfants. Par contre, ça concerne que les enfants de 11 ans en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est automatique le Pascolo. Lorsque l'usager a reçu sa notification d'aide aux vacances enfants, dessus, ça lui est noté s'il bénéficie également du Pascolo. Donc, l'aide aux vacances familiales, quant à elle, est accordée aux familles pour un séjour par an. Donc, ce séjour a une durée de 2 à 10 nuits maximum. Et pareil, le séjour doit être organisé donc, au sein d'une structure qui est labellisée VACAF. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup par rapport à l'aide aux vacances famille, l'aide aux vacances enfants. J'ai
Marilyn de la résidence sociale Jeunes de Chaumont qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Vous êtes peut-être trompé, du coup. Ah. Je vais juste changer le diaporama parce que je vois que la slide d'après n'est pas complétée. Vous nous entendez toujours? Ok, parfait. Donc, on va poursuivre du coup avec la présentation de la semaine de la petite enfance 2025. Donc, tous les ans, on a en fait la semaine nationale de la petite enfance. L'année dernière, c'était sur la thématique. Je ne me rappelle plus. Il y avait des girafes, je crois. Du coup, donc cette année, Jennifer. Donc cette année, la CAF est de nouveaux partenaires avec l'association Agir pour la petite enfance, dans le cadre de l'organisation de la semaine de la petite enfance. Donc cette année, elle se déroulera du 12 au 22 mars 2025 dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, les relais petite enfance et certaines MAM. Donc, à savoir qu'en Haute-Marne, il y a 100% de nos relais petite enfance et 100% de nos établissements d'accueil du jeune enfant qui y participent et quelques maisons d'assistants maternels. Donc, cette année, la thématique, c'est encore jouer à l'infini. Donc, la CAF de la Haute-Marne offre la boîte pédagogique aux structures qui sont inscrites afin de les aider à construire différents ateliers. Donc, les ateliers s'adressent aux enfants et également aux parents. Donc, ça vise à encourager la créativité chez l'enfant, l'exploration libre et la confiance en soi. Donc, il y a quelques exemples d'ateliers qui sont fournis dans cette boîte pédagogique. Donc, on retrouve notamment l'atelier au fil du temps, donc avec différentes boîtes réparties dans une pièce avec différents fils et différentes matières. Il y a une table retournée et un tissage avec un fil représente symboliquement le lien entre le parent et l'enfant. Le parent et l'enfant. Il y a également un atelier autour du bois, donc le bois dans tous ses états, donc afin de donner vie aux matériaux bruts, de construire ensemble des jeux. Et le dernier exemple d'atelier fourni, donc ce sont les architectes de demain. Donc les enfants doivent assembler des cartons aux formes variées pour créer des constructions imaginaires. Donc, il y aura de nouveau, du coup, une information sur les différents réseaux sociaux de la CAF pour promouvoir en fait cette semaine nationale de la petite enfance pour l'année 2025. Donc, nous allons poursuivre avec un zoom sur l'offre de travail social qui est proposée par la CAF de la Haute-Marne. Donc, l'offre de travail social se décompose par deux typologies d'offres, donc des offres nationales et une offre locale. Donc, excusez-moi de nouveau, oui. on ne voit plus de partage d'écran, c'est normal? Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Ça a dû s'enlever, pardon. Merci. Donc, dans les offres nationales qui sont proposées, c'est toujours en lien avec un événement qui fragilise la famille. Donc, on retrouve notamment la séparation, donc qui s'adresse à tout allocataire qui déclare une séparation et qui a à charge au minimum un enfant de moins de 20 ans.
On retrouve l'offre décès d'un enfant, donc, qui s'adresse à tous les parents ou tiers recueillants qui déclarent le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou qui fait suite à la naissance sans vie d'un enfant enregistré à l'état civil. Donc, cet accompagnement s'adresse aux parents qui sont bénéficiaires ou non de prestations familiales. On retrouve également l'offre décès d'un parent, donc qui s'adresse à tout allocataire qui assume la charge d'au moins un enfant âgé de moins de 20 ans et qui déclare le décès du parent de l'enfant. On retrouve aussi l'offre famille monoparentale. Donc, cette offre s'adresse à tous les allocataires qui sont déclarés isolés, qui sont âgés entre 18 et 34 ans, 4 ans et qui perçoivent ou non des prestations familiales avec un enfant à charge, y compris les adoptions ou les déclarations de grossesse. Et la dernière offre nationale concerne les impayés de loyer au titre de l'ALF, donc à destination des bailleurs privés. Et donc, c'est pour toutes les familles qui bénéficient d'un droit à une prestation logement à titre familial et qui sont signalées en impayés de loyer en location privée ou en accession à la propriété. Et donc, localement, il y a également une offre qui est déployée par la CAF de la Haute-Marne, c'est l'offre Parcours arrivée d'un enfant. Et elle s'adresse à toutes les familles qui déclarent une grossesse donc au sein de leur foyer, en lien avec les ateliers maternité qui sont développés sur l'ensemble de notre département. Donc, concernant les modalités de contact avec les allocataires, donc l'enregistrement de l'événement fragilisant est effectué par le service prestation. Et donc, à ce moment-là, quand l'événement est enregistré sur le dossier allocataire, une information est générée auprès de nos travailleurs sociaux. Un courrier est envoyé donc, en expliquant la mise à disposition donc, des travailleurs sociaux aux familles concernées par l'événement. Donc, ce courrier est disponible directement sur l'espace personnel du CAF.fr avec les coordonnées de contact du travailleur social. Donc, les familles peuvent alors prendre contact directement auprès des travailleurs sociaux et si les familles ne contactent pas les travailleurs sociaux, il y a une campagne de contact proactif qui est effectuée directement par nos collègues. Donc, les allocataires peuvent également être orientés par les conseillers ou les techniciens de service à l'usager dès lors qu'ils relèvent d'une offre de travail social ou qu'ils manifestent le besoin de rencontrer un travailleur social. Les partenaires sociaux et médico-sociaux peuvent également orienter les allocataires directement vers les travailleurs sociaux de la CAF. Concernant les rendez-vous, il y a plusieurs modalités, donc soit des rendez-vous physiques directement à la CAF de Chaumont ou à l'antenne de Saint-Dizier, ou des rendez-vous téléphoniques. L'accompagnement des familles par les travailleurs sociaux de la CAF s'effectue selon deux types d'interventions. Donc, il y a l'information conseil, donc, qui vise à permettre aux familles de comprendre le sens des démarches qu'elles peuvent engager et identifier les acteurs qu'elles peuvent solliciter. Donc, ce type d'accompagnement se fait en général sur 2 rendez-vous maximum. Et la deuxième modalité d'intervention, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Donc, ça permet l'accès et l'autonomie des familles pour leur reconstruction autour d'un projet de vie, donc qui fait suite à un événement fragilisant la famille. Et la durée de l'accompagnement est en fonction de la situation et des besoins exprimés par la famille. Donc, dans tous les cas, les informations conseils et les accompagnements peuvent être liés à la parentalité, donc notamment avec la séparation, l'arrivée de l'enfant, le décès d'un des parents, le décès d'un enfant ou la monoparentalité. Ça peut être lié également au logement, donc avec l'offre impayée auprès des bailleurs privés. Ça peut concerner l'accès aux droits, la gestion du budget, les aides financières du règlement intérieur et les aides financières extralégales. Donc, pour accompagner les familles, des ateliers maternité sont déployés donc, sur la Haute-Marne et ils sont co-animés en partenariat avec la CPAM, la PMI, les maternités du département et les sages-femmes libérales. Donc, ces ateliers sont développés sur Joinville, Chaumont et Saint-Dizier.
Donc, il s'adresse à toute personne qui a déclaré une grossesse auprès de la CPAM et de la CAF, donc dans un délai de 5 mois précédant la date de l'atelier. Donc, les futurs parents concernés reçoivent systématiquement une invitation sur leur boîte mail. Donc, ces ateliers ont pour objectif de lutter contre les inégalités sociales, de permettre aux futures mères de bien prendre en charge leur santé durant toute leur grossesse, de permettre aux futurs parents d'avoir une meilleure connaissance des démarches administratives à réaliser en lien avec l'arrivée de leur enfant et d'apporter une information sur le suivi de la grossesse, le rôle du futur parent, la santé de la maman, la préparation à l'accouchement et les démarches à engager suite à la naissance de l'enfant. Donc, on vous a rappelé les futures dates de ces ateliers. Donc, il y en aura un à Chaumont le 25 avril, un à Joinville le 16 mai et un à Saint-Dizier le 25 mars. Du coup, donc les ateliers maternité, l'année dernière, ils étaient plutôt ciblés sur Joinville. Là, on a essayé de faire en sorte de les élargir à l'ensemble du département pour cibler beaucoup plus de personnes. Donc maintenant, on les fait dans les maternités en fait de l'hôpital de Chaumont et de l'hôpital de Saint-Dizier. Donc, il ne faut pas hésiter à votre niveau aussi de relayer en fait la communication avec les différentes dates auprès des usagers parce que c'est vrai que c'est un moment de partage et c'est important pour qu'ils puissent avoir un accompagnement privilégié. Alors, même si on est sur du collectif, derrière, il peut y avoir aussi de la prise de rendez-vous individuelle. Et c'est vrai qu'ils ont l'ensemble des informations. Ils ne sont pas obligés, enfin, ce n'est pas forcément que la maman qui peut venir, hein, les papas sont les bienvenus également. Donc, du coup, n'hésitez pas à relayer les informations des différentes dates pour qu'on puisse avoir, du coup, plein de monde à nos ateliers. Donc, la CAF de la Haute-Marne a également déployé donc, les cafés parents intitulés la séparation parlons-en. Donc, ces ateliers sont co-animés en partenariat avec la MSA, le service de médiation familiale et le CIDFF. Donc, en fait, en 2024, on a souhaité adapter les séances intitulées Parents après la séparation, donc afin d'offrir un lieu d'écoute et d'échange. Donc, l'objectif est de réunir et d'accueillir de manière conviviale les parents en recherche de réponses suite à leur séparation conjugale. Donc, sont concernés par ces ateliers tous parents confrontés à une séparation conjugale avec enfant. Donc, les parents qui ont déclaré leur situation dans les 12 mois précédant la date du café parents reçoivent systématiquement également une invitation sur leur boîte mail. Donc, l'objectif de ces cafés parents, c'est de mieux comprendre ce qui arrive à la famille qui se sépare, de mieux identifier leur rôle et leur responsabilité parentale lors de la séparation, de repérer les conséquences de la séparation sur leur enfant, de prendre conscience des décisions à prendre pour la nouvelle organisation familiale et d'obtenir des informations sur les démarches et services qui peuvent leur venir en aide. Donc, le fait que ces ateliers soient co-animés par les intervenants donc, permettent d'avoir une meilleure prise en charge. Des vidéos courtes sont également diffusées lors de ces ateliers pour faire réagir les participants sur les différentes thématiques évoquées. Et ça permet de fluidifier les échanges entre les parents qui sont concernés par un même événement. Donc, les prochaines dates de Café Parents, c'est le 27 mars 2025 à Vassy et le prochain sur Chaumont aura lieu le 1er avril. Donc, on va poursuivre avec une petite information concernant l'appel à projet parentalité 2025. Donc, suite à la refonte du Fonds national parentalité, on n'utilisera plus l'acronyme REAP, donc, qui était le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité. On parlera uniquement de dossier parentalité. Donc, l'appel à projet qui a été récemment lancé concerne l'axe 1 du Fonds national parentalité, donc l'implication et la participation des parents à travers les modalités d'intervention collective. Donc, ces actions visent à soutenir et développer des actions ou des ateliers qui visent à aider et conforter les parents dans leur rôle éducatif. Donc, désormais, ce dispositif se divise en 2 volets. Donc, le premier volet concerne les actions collectives d'échange d'entraide à destination des parents et le deuxième volet s'adresse aux activités et ateliers partagés parents-enfants.
Donc, comme les années précédentes, l'appel à projet est disponible directement sur la plateforme Elan et vous avez jusqu'au 17 mars pour saisir vos projets. Et donc, ils seront étudiés lors du comité des financeurs qui a lieu début avril. Donc voilà pour la partie action sociale. Est-ce que cela sollicite suscite du moins des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Alors, oui, on pourra vous envoyer les affiches. De toute façon, vous aurez le compte-rendu en fait déjà du webinaire. Pour les affiches, je pense que vous parlez des affiches de l'atelier maternité et du café séparation. Il faudra peut-être prévoir du coup pour les envoyer du coup les donner à Mélanie et comme ça elle fera le lien. Donc oui, on pourra vous donner les affiches. Est-ce qu'il y a des questions du coup par rapport à la présentation de l'offre de travail social et puis des différents ateliers qu'on met en place? Non, c'est tout bon. Merci Jennifer. C'est à vous. Donc nous, on va poursuivre avec Delphine sur du coup le simulateur de violence conjugale. Je te laisse poursuivre Delphine. Donc l'aide aux victimes de violences conjugales, elle est en place déjà depuis plus d'1 an. Elle fonctionne, on va dire, hélas, très bien, mais du coup, là, on maîtrise tout ce qui est paiement, transmission des dossiers, donc l'information quand même bien circulée, les dossiers nous arrivent, et là, ils ont décidé de faire évoluer, alors la VVC, les conditions restent les mêmes, mais pour donner plus de lisibilité aux personnes qui voudraient avoir recours à cette aide, il y a un simulateur qui est présent sur le CAF.fr et qui va permettre donc à la personne victime de pouvoir avoir une idée des sommes qui vont lui être versées si elle dépose cette aide. Donc le simulateur, il est disponible sur le CAF.fr dans vie personnelle et ensuite simulé. Et elle va remplir, donc il n'y a pas énormément de choses à remplir, il y a les ressources et surtout le nombre d'enfants. Et ça va lui donner une idée de l'aide qui va lui être versée. Voilà. Donc, c'est juste le simulateur, hein. On n'accède pas à la demande du coup derrière, puisque la demande se fait toujours du coup en papier avec Alors, le justificatif. Papier, il y a aussi une téléprocédure. D'accord. Et il y a le justificatif bien à fournir. Donc ça, on le rappelle aussi parce que c'est important que le justificatif puisse être fourni avec la demande. Sinon, la demande, elle peut pas aboutir en fait. Donc effectivement, le point de vigilance sur les refus qu'on fait en fait pour les victimes de violences conjugales, c'est souvent parce que la preuve n'est pas valable. C'est bien dépôt de plainte au commissariat ou auprès du procureur et on n'a pas toujours des pièces justificatives qui sont conformes. Non, ça va être la souris. Alors là, on vous a remis la carte de la Haute-Marne avec les différents points relais. Donc effectivement, nous, c'est Chaumont-Saint-Dizier, les antennes, là où on peut recevoir les allocataires, mais pour les personnes beaucoup plus éloignées, il ne faut pas hésiter à les renvoyer sur les différents points relais services, mais que vous devez connaître en fonction de là où vous exercez. Sachant qu'il y a eu des nouvelles ouvertures là récemment, notamment Bayard-sur-Marne, qui fait que du coup, on est quand même sur une population marnaise qui est quand même très bien desservie en fait par les différents points relais ou espaces France Service sur l'ensemble du département et qui peuvent bénéficier justement d'un point d'accueil à moins de 15 minutes de chez eux. Donc, c'est quand même plutôt gratifiant pour eux. Alors, avant de parler de la réforme, il y a une petite innovation liée aussi à notre réforme sur le CAF.fr lorsque la personne elle va aller déclarer sa déclaration trimestrielle, puisqu'avant de récupérer ses ressources trimestrielles pour le RSA, la prime d'activité, ce qu'il est important pour nous, CAF, c'est d'avoir une situation conforme.
et une situation à jour, c'est-à-dire pas de changement d'adresse ou pas de changement de situation familiale ni professionnelle. Donc, cette étape-là, on s'est aperçu qu'elle était zappée par les allocataires, c'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude de faire leur déclaration trimestrielle qu'ils valident un peu trop vite. Et s'il y a un changement de situation, ils ne nous le disent pas forcément. Donc là, on a fait évoluer le premier, on va dire, le premier et la deuxième fiche, afin d'inciter l'allocataire à vérifier et à nous déclarer sa situation professionnelle. Il sera, on va dire, obligé de confirmer son profil. Et il y a bien un pop-up qui va lui résumer ses différentes situations professionnelles, qui va lui dire « Vous êtes sans activité professionnelle, il va falloir qu'il confirme. Vous êtes en couple, il va falloir qu'il confirme. » Alors qu'avant, il avait une page un peu générale. Donc, on espère qu'avec cette évolution, les allocataires vont bien nous déclarer tout changement de situation avant de se lancer en fait dans la déclaration de leurs revenus. C'est important, du coup, les changements de situation à déclarer sur CAF.fr, tout simplement parce qu'on prévient les indus. Hein. Si on se rend compte en fait que la situation n'est pas correcte, on peut revenir dessus. Et alors, ça peut donner lieu à des rappels de prestations, mais ça peut donner lieu surtout à des créances et donc après un recouvrement des indus. Donc, c'est vrai qu'on incite lourdement les usagers à bien passer cette nouvelle étape pour que du coup la situation soit bien conforme et qu'ils aient des surprises par la suite. Et qu'on puisse nous procéder au juste calcul avec les bonnes informations. Alors, l'appel téléphonique depuis l'appli CAF Mon Compte est déjà en place depuis quelques temps. L'usager peut contacter directement la CAF via son application puisqu'il aura son compte sur son appli mobile en appelant ma CAF depuis la rubrique Contacter ma CAF. Il va être directement, alors l'intérêt c'est qu'il va être directement authentifié quand l'appel va arriver. Il n'a plus à composer le numéro de la CAF. Et du coup, si la CAF, il l'appelle et qu'elle a indisponible, ça va lui dire, on va dire de suite, quoi. Ça permet surtout, en fait, pour l'usager, effectivement, de s'authentifier directement via son téléphone et derrière, nous, lorsqu'on reçoit l'appel, de pouvoir aller beaucoup plus vite dans le traitement de sa demande puisqu'on n'est pas obligé, en fait, de l'identifier avec toutes les questions qu'on peut poser pour s'assurer que c'est bien l'identité de notre interlocuteur. Donc, c'est vrai que c'est une communication qui va aller beaucoup plus à l'essentiel. Et donc permettre que ce soit beaucoup plus rapide. Donc voilà, le bouton est actif. N'hésitez pas à le relayer auprès des usagers que dans l'application Mon Compte maintenant, sur leur téléphone portable, ils peuvent directement appeler leur CAF avec ce petit bouton, ce qui permet de l'authentifier automatiquement. Un petit zoom sur l'allocation journalière proche aidant. C'est une aide qui n'est pas beaucoup délivrée. Puisqu'il faut avoir une personne qui a soit un handicap ou un problème de santé et donc une personne qu'il faut accompagner, il faut avoir un lien avec cette personne. Donc pour les usagers qui ont un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, l'allocation journalière du proche aidant permet de compenser la diminution de revenus liée à des absences ponctuelles dans l'activité professionnelle de la personne qui va accompagner. Et cette aide, donc, elle permet ainsi de se consacrer à l'accompagnement de son proche. Donc, par contre, c'est limité dans le temps. C'est une indemnité qui est journalière et qui peut aller jusqu'à 66 jours par personne aidée. Alors, depuis le 1er janvier, une personne aidante qui soutient jusqu'à 4 personnes tout au long de sa carrière va pouvoir percevoir cette indemnité. Donc là, ils ont revu le nombre de personnes qu'on pouvait aider. Ou 132 demi-journées. Donc, cette allocation, ce n'est pas une prestation familiale, il s'agit d'un revenu de remplacement qui est soumis à l'impôt et qui va servir à compenser l'interruption ponctuelle ou totale de l'activité professionnelle, de la formation ou de la recherche d'emploi pour s'occuper d'une personne donc, qui est dépendante ou handicapée. Pour bénéficier de cette aide, l'allocataire il doit résider en France de manière stable et régulière, il doit être salarié du secteur privé ou agent de la fonction publique, salarié de particulier employeur, il peut être à son compte,
chômeur mais indemnisé ou stagiaire de la formation professionnelle rémunérée. Il doit avoir des liens étroits avec la personne aidée et il doit attester, réduire ou cesser ponctuellement son activité. Donc, il doit assister dans les actes et les activités de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente, donc la personne aidée. Bon à savoir, il n'est pas obligatoire d'avoir un lien de parenté ou de résider avec la personne aidée. Et les allocataires qui ne travaillent pas, qui sont sans activité, ne sont pas concernés par cette aide. Il faut vraiment avoir une activité ou être en recherche active d'emploi, c'est-à-dire avoir une indemnisation de France Travail. La demande d'AJPA, elle peut être réalisée en ligne dans mon compte. Il y a pareil un simulateur. Enfin, ce n'est pas un simulateur, mais une information sur le coût journalier ou par demi-journée. Donc, je crois que c'est à peu près 65 € par jour dans ces eaux-là. Et une fois les droits ouverts, chaque mois, l'usager il recevra une attestation à compléter et à retourner à la CAF pour déclarer le nombre de journées consacrées à l'aide du proche. Donc, c'est bien une aide qui est très adaptable. La personne, elle peut prendre un mois complet, mais elle peut très bien prendre que quelques jours par mois. Après, la limite, c'est que c'est quand même une aide qui est limitée bien à 66 jours. Peut-être on a des questions là, justement. Du coup, j'ai une main levée de Monsieur Trémel, c'est ça? Allez-y, vous pouvez. Oui. Donc Raphaël Tremel de France Travail. Je voulais savoir si cette allocation du coup était cumulable avec des droits au chômage. Ça me paraît pas le cas en tout cas. Non, bah, pour moi, non. Donc pour moi, si ces personnes-là, elles sont inscrites à France Travail, elles n'auront pas d'autre choix que d'être désinscrites ou de ne pas être indemnisées pendant un mois complet. Parce que je Donc suppose. ce sera à elles de déclarer leur indisponibilité. Oui. Parce que vous savez qu'on a quand même. Alors, nous, on autorise les personnes à déclarer une indisponibilité pour 5 semaines et on continue à les indemniser. Alors ça, moi, je ne suis pas au courant de votre législation. Voilà, non, mais C'est très technique, mais en principe, comme c'est une aide qui est là pour compenser la perte normalement du revenu salarié, pour moi, si elles perçoivent l'AJPA, elles ne peuvent pas être indemnisées par France Travail. C'est non cumulable. D'accord, donc elles devront par exemple le déclarer à France Travail. Ah oui. Ça, Avant de se mettre. elles Parce auront que bien l'info qu'elles devront le faire. De toute façon, dans la demande, alors je ne l'ai plus en tête, mais il faut qu'elles demandent, normalement, c'est à leur employeur, parce que c'est surtout des personnes, on va dire, plutôt salariées. Quand même. Oui. Elles doivent demander à leur employeur un congé spécifique, un congé de présence ou d'aidant familial. Ça doit être ça, l'intitulé D'accord. spécifique. Donc, pour moi, pour vous, elles doivent avoir cette même démarche, c'est-à-dire vous avertir en amont qu'elles ne vont pas être en recherche active d'emploi. C'est ça, parce qu'elles s'occupent d'un proche. Mais c'est vrai que les peu de cas qu'on a, c'est des personnes qui arrêtent leur activité professionnelle ou qui prennent quelques jours. D'accord. Je veux juste m'en assurer, moi, auprès des équipes, savoir si on a une information par rapport à ces demandes-là. Voilà, qu'on ne se retrouve pas démunis si un jour cette demande arrive. Oui. Après, c'est des dossiers, on a tellement peu de dossiers que c'est spécifique. Enfin, c'est une cellule spécifique qui s'en occupe. C'est pas moi du tout. Donc, les personnes, elles sont contactées par téléphone et on leur dit vraiment les démarches qu'elles doivent faire pour pouvoir prétendre à l'aide. Donc, s'il y a une démarche à faire auprès de France Travail, elles sont avisées dès qu'elles déposent le dossier. Ok. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est tout bon. On peut poursuivre du coup la présentation.
La chaîne YouTube. Oui, alors la chaîne YouTube, c'est juste pour vous rappeler en fait que la branche famille et notamment la... Ah, on a Madame de la résidence sociale jeune, vous souhaitez poser une question peut-être? Ah, parce que vous avez la main levée, il faut que vous baissiez votre main du coup parce que ça se remet automatiquement en fait. Oui, donc juste pour information, la Caisse nationale a déployé en fait une chaîne YouTube pour accompagner les usagers grâce à des vidéos et des tutos. Alors, il faut savoir que nous, avant que la CNAF prenne le soin de faire sa propre chaîne YouTube, au niveau de la CAF de la Haute-Marne, sur les réseaux sociaux, nous avons aussi une chaîne YouTube où on a travaillé sur des petites capsules vidéo pour informer notamment les jeunes. On est plutôt sur le parcours jeune, sur des informations pour faire leurs droits. Donc notamment le droit à l'aide au logement, mais aussi tout ce qui va être comme le BAFA, les parcours jeunes qui existent dans notre règlement intérieur d'action sociale. Et puis, lorsqu'il se pose des questions entre, par exemple, la vie de couple, la colocation, comment ça se passe au niveau des aides au logement, ou alors je pars faire mes études dans un autre département, quel va être l'impact sur les droits de mes parents, etc. Donc, c'est des petites capsules vidéo que nous aussi, on a mis en place sur YouTube. Et donc, en parallèle, le national a fait sa propre chaîne YouTube, pareil, avec des capsules vidéo, des témoignages de parents, etc. Donc voilà, si vous souhaitez aller regarder un petit peu les différents tutos et vidéos de la CNAF, n'hésitez pas. Et puis, donc, on vous a mis les prochains rendez-vous de la CAF. Donc, on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est café parents et les ateliers collectifs maternité. Mais c'est important aussi de le souligner qu'on remet en place pour l'année 2025 nos ateliers à destination des nouveaux bénéficiaires de RSA. C'est des ateliers qui sont animés en coopération avec la CAF, la CEPAM et le conseil départemental. On fait sur les deux sites, à la fois sur le site de Chaumont, donc là, il aura lieu du coup le 18 mars à 14 h. Et pour le site de Saint-Dizier, il aura lieu donc le 20 mars à 14 h. Sur ces ateliers, on fait une présentation générale de ce que c'est que le RSA, mais surtout, on va revenir en fait sur l'utilisation du montant d'aide sociale qui doivent injecter en fait dans leur déclaration de ressources trimestrielles. Et bien évidemment, on va leur parler de la réforme de la solidarité à la source. Mais pas que, puisque on a aussi tout le volet en fait sanctions. Sanctions s'ils ne respectent pas leurs droits et leurs devoirs en matière de RSA, qui va notamment évoluer à partir du mois de juin 2025. Donc voilà, donc c'est des ateliers vraiment qui sont en présentiel et qui permettent d'avoir des informations et un accompagnement privilégié lorsque on est nouveau bénéficiaire de RSA. Donc pour inscrire ces personnes, on fait beaucoup de contacts proactifs avec du contact sortant en fait, auprès des nouveaux bénéficiaires par requêtage, où on les invite fortement à venir en atelier. Donc n'hésitez pas vous aussi à votre niveau de bien relayer ces informations. Alors c'est plutôt destiné aux nouveaux bénéficiaires de RSA, mais si vous sentez que vous avez des bénéficiaires qui bénéficient du RSA depuis plusieurs mois et qui ont des difficultés, vous pouvez également les convier à ces ateliers, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire en fait sur les actualités du mois de mars avant de basculer sur la grosse réforme de la solidarité à la source. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas particulièrement. Donc on va passer du coup à la réforme de la solidarité à la source. Alors, c'est une réforme qui intervient en fait suite à notre convention d'objectifs et de gestion 2023 et 2027, où en fait, il est important pour nous et pour les usagers qu'on puisse directement en fait aller à la source des ressources, justement pour les injecter en fait dans les déclarations de ressources trimestrielles et que on s'assure du juste droit fait à l'allocataire. On va plutôt passer d'un système déclaratif qu'on avait jusqu'à présent à un système de remplissage automatique et où l'usager n'aura plus qu'à bien vérifier, mais surtout à valider
Ça n'empêche que la validation est quand même importante. Ce n'est pas parce qu'on complète ses déclarations de ressources trimestrielles qu'il ne doit pas valider. Au contraire, il doit regarder si c'est cohérent pour lui et valider sa déclaration. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on vous a mis quelques chiffres. Donc, les bénéficiaires de primes d'activité au niveau national, c'est 4,45 millions. Pour 9,6 milliards d'euros versés et pour les bénéficiaires de RSA, on est sur 1,89 million bénéficiaires pour 11,4 milliards d'euros versés. Ce qui est important en fait de souligner, c'est qu'on s'est aperçu qu'avec ce système déclaratif de déclaration de ressources trimestrielles, on a 60% en fait de ces déclarations qui sont erronées. C'est-à-dire que l'usager ne note pas les bons montants. Donc forcément, ça entraîne quoi? Ça va entraîner une instabilité de leurs prestations, et notamment le RSA, et surtout une inquiétude pour les usagers parce que lorsqu'on fait des contrôles et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas sur un bon montant, forcément, ça peut générer des créances. En Haute-Marne, les bénéficiaires de primes d'activité s'élèvent environ à peu près à 11 000 personnes et on est sur à peu près 4 000 bénéficiaires de RSA. Ce qui fait environ donc 15 000 allocataires qui sont touchés par cette nouvelle réforme qui a pour objectif vraiment de simplifier les démarches des usagers et de faciliter l'accès aux droits. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de payer le juste droit à nos allocataires et le fait qu'on précomplète les déclarations de ressources, on est vraiment sur des montants qui sont beaucoup plus stables que sur une déclaration faite par l'usager. Donc, comment on va récupérer ces informations? On va se baser en fait sur ce qu'on appelle le dispositif de ressources mutualisées, ce qu'on appelle le DRM, du coup. Le DRM, en fait, c'est une alimentation de données principalement liées au salaire et aux revenus de remplacement de l'ensemble de la population. On va se baser en fait sur deux sources de données, les données DSN, déclaration sociale nominative, et le prélèvement à la source pour les autres revenus qu'on appelle passereaux. Bon, ça, c'est des acronymes qu'on a propres en CAF. Ce qu'il faut vous retenir, vous, c'est que du coup, nous, on va aller rechercher les données directement à la source auprès du DRM pour faciliter la déclaration des ressources. Donc, principalement, on va aller s'adresser aux employeurs et aux employeurs et aux organismes sociaux, merci Delphine, qui versent des prestations pour récupérer les données à la source et les fiabiliser. Donc, c'est vraiment une réforme majeure qui implique 5 évolutions. La première évolution qui est déjà mise en œuvre en fait depuis déjà juillet 2023, c'est le montant net social qui est affiché sur les bulletins de salaire et qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2024. Donc, ce qu'on appelle en fait le montant net social, c'est déjà le montant finalement fixe où l'usager en fait n'a que ce montant-là à remplir dans ses déclarations de ressources. Ça lui évite qu'il confonde avec le montant net perçu, le montant brut, les primes qu'il doit ajouter, etc. Depuis le 1er janvier 2024, on lui impose de noter dans ses déclarations de ressources trimestrielles le montant net social. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette réforme, on s'est aperçu, malgré que ça fasse plus d'1 an que ça existe, que les usagers n'ont toujours pas compris ce que c'était que le montant net social. Et c'est là que c'est important parce que nous, c'est ce montant-là qu'on va récupérer auprès du DRM et qu'on va injecter dans les déclarations de ressources. S'ils n'ont pas compris ce que c'était, je vous imaginez bien qu'ils vont contester en fait les montants que nous, on va réaffecter dans les déclarations de ressources. C'est pour ça qu'on a fait quand même beaucoup de campagnes de communication. Le dernier webinaire en mois de février, je vous en avais déjà parlé, du montant net social. Donc, on ne fait que ça, que de parler du montant net social depuis quelques mois. Donc, on espère que c'est rentré. Voilà, c'est ça. Des allocataires. La deuxième évolution, c'est qu'on va changer de période de référence. Donc, Delphine vous en parlera plus en détail tout à l'heure. On va basculer en fait d'une période de référence de M-3, M-1 à M-4, M-2. Il y aura des mesures compensatoires pour le RSA, notamment au moment de la bascule. Et puis, du coup, donc, on va bien préafficher les ressources récupérées à la source
dans les déclarations de ressources trimestrielles, mais on ne peut pas avoir l'information de l'ensemble des ressources que les usagers déclarent. Donc, on aura quand même toujours une partie déclarative dans CDT, notamment pour tout ce qui va être pension alimentaire, revenus des travailleurs indépendants, où l'usager devra quand même les compléter lui-même. Bien évidemment, s'il n'est pas d'accord avec les montants que nous avons injectés dans les déclarations de ressources, il aura la possibilité de contester. Et cette contestation va se faire en fait par un parcours spécifique de signalement, en fait, et qui seront étudiés par une cellule d'expertise qui devront donc dire si la contestation est justifiée ou non. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que l'utilisation des données à la source ne doit pas être mis en question par l'usager. Il ne peut pas contester cette récupération des données du DRM. Il peut contester uniquement les montants. Alors, comme vous l'a déjà dit Cécile, donc le recours au DRM, c'est vraiment le point central de la réforme. On va récupérer tous les revenus dans ce fameux DRM. Là, ils vous ont remis dans la première brique les ressources pré-remplies issues du DRM, donc DSN et Passereau. Donc DSN, pour simplifier, c'est là où on va retrouver tous les revenus transmis par les employeurs privés. Et Passereau, on va trouver les montants de pension retraite, le montant des allocations chômage, donc tout ce qui est autre que les employeurs. On a aussi un lien avec les finances publiques, enfin les impôts, pour récupérer certains revenus, notamment les revenus des travailleurs indépendants, qui eux, c'est différent, hein, ils n'ont pas un salaire tous les mois, donc on va continuer de se baser sur les bilans, sur leur chiffre d'affaires des revenus de N-2, donc des 2 années précédentes. Pour le RSA, on est toujours en lien avec le conseil départemental pour l'évaluation des ressources aussi des travailleurs indépendants. Donc, les travailleurs indépendants, c'est toujours un peu spécifique. Et puis, on aura une partie qui va être déclarative parce que tous les revenus ne sont pas ni dans DSN ni dans Passereau. On a aussi des revenus qui vont devoir être déclarés par les allocataires. Donc, les revenus des travailleurs indépendants, ceux qui ont commencé leur activité ou qui ont une activité depuis moins de 2 ans. Et puis, les autres revenus tels que les pensions alimentaires revenus, puisque les pensions alimentaires reçues, puisque les pensions alimentaires, on peut les retrouver nulle part. Donc, c'est bien l'allocataire, c'est bien un revenu de l'allocataire et il devra continuer à nous le déclarer. Et ça ne sera forcément pas préaffiché. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Donc, tout ça, ça va vous être redétaillé. Donc, le principe, c'est d'obtenir le montant net social dans ce fameux DRM. Donc, le montant net social, le dernier webinaire, j'en avais quand même beaucoup parlé. Et comme vous l'a dit Cécile, il est obligatoire depuis janvier 2024. Malgré que ça fasse déjà 1 an que ce soit obligatoire, il n'est encore pas forcément utilisé par tous les allocataires. Mais avec cette fameuse réforme, de toute façon, c'est bien ce montant qui va être alimenté dans la déclaration trimestrielle. Donc, c'est quand même simplifier les démarches des usagers, réduire les risques d'erreur et ce montant net social, donc, il prépare le pré-remplissage des futures déclarations trimestrielles. Alors, cette réforme, on devrait être, enfin, tout est au point, elle est là depuis le mois de mars, et ce qui permet qu'elle va bien se passer, c'est que depuis le mois d'octobre, on a déjà des CAF qui l'ont expérimenté. Donc, la CAF de l'Aube, la CAF des Alpes-Maritimes, la CAF de l'Hérault, la CAF des Pyrénées-Atlantiques et la CAF de la Vendée. Donc, eux, depuis octobre, tous leurs bénéficiaires de RSA de prime d'activité sont déjà dans cette réforme et ont des DTR préalimentés. Vu que ça fonctionne, là, la généralisation, c'est bien au mois de mars pour toute la France. Ce qui vraiment est important de souligner, c'est que grâce en fait à la mise en place de cette réforme auprès de 15
5 CAF et notamment le département limitrophe de la Cape de l'Aube, on a pu avoir un retour en fait de ces CAF de pré-série sur comment ça s'est passé au niveau de la bascule. Et c'est là qu'on a pu s'apercevoir en fait que les usagers, lorsque ils ont regardé les montants qui étaient pré-remplis sur leur déclaration de ressources, ils ont en fait entre 5 et 7% contesté le montant qui était affiché. Ils ont contesté auprès de la cellule d'expertise et la cellule d'expertise, lorsqu'elle a regardé en fait ces signalements de contestation, elle s'est aperçue qu'il y en avait 85% qui étaient injustifiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'usager contestait le montant net social. Sauf qu'en fait, le montant net social, c'est bien le montant qu'on doit récupérer et qui doit être injecté en fait dans les déclarations de ressources trimestrielles. D'où l'importance qui nous a été dit par ces CAF de pré-série, c'est que le montant net social n'a pas encore été acquis par les usagers. C'est pour ça qu'on a fait énormément de campagnes proactives depuis le mois de novembre, depuis la mise en place de ce parcours auprès des 5 CAF de pré-série, pour nous déjà préparer en amont en fait nos usagers au Marnais à bien comprendre ce que c'était que le montant net social. Et c'est en ça qu'en fait, on insiste lourdement et qu'on vous le dit à chaque webinaire, c'est que vous, de votre côté aussi, vous devez inciter nos usagers à bien comprendre ce que c'est que le montant net social et que c'est bien ce montant qui doit être affiché dans les déclarations de ressources trimestrielles et que c'est celui-ci qu'on prend en compte en fait. Donc, le premier impact de cette réforme, c'est que le trimestre va changer. Parce que jusqu'à présent, donc, on demandait à l'usager de déclarer ses ressources sur le mois de perception sur son compte bancaire. Et désormais, les ressources déclarées au DRM vont correspondre à la date de versement déclarée par l'employeur. Ça ne sera plus forcément la date de perception par l'usager. Par exemple, dans l'exemple qui est affiché, le salaire du mois de novembre, il est payé par virement le 28 novembre. Même si l'usager le reçoit en début décembre, on va dire le 5 décembre, ce paiement, il va bien être affecté au mois de novembre parce que l'employeur, quand il va remplir, donc lui, quand il va faire sa déclaration au DSN, il va déclarer l'avoir versé au mois de novembre, donc elle va bien la donner, être rapatriée sur le mois de novembre de l'allocataire. Donc ça peut perturber certains allocataires parce que ça ne va pas être tous les allocataires. Vous avez certains allocataires, si c'est payé le début du mois, qui vont être payés le 5, eux, ils ne vont pas être perturbés. Mais effectivement, là où l'employeur va verser le paiement, on va dire en fin de mois, et que l'allocataire, lui, il l'avait en début de mois sur le compte, ça peut les perturber. Donc, c'est bien indiqué dans CAF.fr, c'est bien indiqué quand ils vont déclarer leurs ressources, mais il faut le savoir. Ça peut décaler pour certains allocataires. Et puis, donc, le changement de période de référence. Donc, effectivement, vu qu'on va récupérer des ressources auprès de notre fameuse base DRM, eh ben, on ne va pas pouvoir récupérer les ressources. Là, par exemple, on est au mois de mars, on ne va pas pouvoir récupérer les ressources du mois de février. Les ressources du mois de février, elles ne pourront pas être présentes dans le DRM. Début mars, forcément, donc, comme on n'aura pas les ressources du mois de février, et ainsi de suite, il a fallu qu'on décale notre période de référence et qu'on la vieillisse. Donc là, à partir du mois de mars, on ne va pas récupérer les ressources décembre, janvier, février, puisque février ne sera pas disponible. On va décaler notre trimestre et on va récupérer novembre, décembre et janvier. Donc, ça peut aussi perturber, on va dire, pour le premier mois de valorisation des droits, notre allocataire. Donc là, vous avez le petit schéma du changement de période de référence à partir du mois de mars, où on va aller récupérer donc M-4, M-3, M-2, puisque M-1 n'est encore pas disponible dans la base. Et après, nos trimestres vont suivre cette logique tout au long de la réforme. Donc là, comme tous nos allocataires, tous les bénéficiaires de RSA, prime d'activité, ne remplissent pas leur DTR au même moment, parce que c'est en fonction de la date de demande. Donc nos premiers basculés, ça va être les personnes qui doivent remplir leur déclaration trimestrielle là, au mois de mars.
pour calculer mars, avril, mai. Donc là, c'est nos premiers bascules et on va avoir donc d'autres allocataires qui vont rentrer dans la réforme. C'est ceux qui vont faire leur déclaration au mois d'avril et les derniers au mois de mai. Et donc au mois de mai, tout le monde aura bénéficié, aura basculé dans la nouvelle réforme. Est-ce que ça va pour le moment, le changement de trimestre et puis la changement de période de référence et puis également du coup le mois de perception du salaire parce que ça c'est important aussi, ça risque de perturber les usagers. Est-ce que vous de votre côté il n'y a pas de difficulté, vous avez bien compris? Ça a l'air, tant mieux. Alors là, on vous a remis les différentes ressources qu'on demande aux allocataires et ce qui va être pré-rempli, ce qui va être encore sur une base déclarative et les autres revenus. Donc, ce qui va être bien pré-rempli, c'est tous les salaires, les indemnités journalières de sécurité sociale, hors les IJ, accidents du travail et maladies professionnelles, les indemnités journalières d'accident de travail ou maladies professionnelles imposables ou non imposables, le chômage, les pensions retraite, les pensions d'invalidité, les pré-retraites. Certains autres revenus vont aussi être remontés. Et la JPA, dont on a parlé tout à l'heure, l'allocation journalière de présence pour les aidants familiaux, ça va bien être pré-rempli. Donc, ça sera bien pré-affiché dans la DTR. Et c'est ce qu'on va appeler, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est la première étape. Quand cette première étape-là sera passée, avec les revenus pré-remplis, il y aura quand même une deuxième étape où l'allocataire va devoir compléter. Donc, c'est s'il a des revenus perçus à l'étranger, il faudra bien qu'il nous les déclare. S'il a des pensions alimentaires reçues, il faudra nous les déclarer. Et nos travailleurs indépendants de moins de 2 ans d'activité et les micro-entrepreneurs, ils seront aussi toujours obligés de nous déclarer leur chiffre d'affaires. Et certains revenus de capitaux mobiliers pour la prime d'activité devront aussi être déclarés par l'allocataire. Et puis les autres revenus évalués par le conseil départemental, donc ça c'est pour les travailleurs indépendants qui sont suivis de toute façon par le conseil départemental. Ils devront aussi continuer à déclarer certaines catégories de revenus. Mais ceux-là, ils sont topés de toute façon, forcément. Donc, les ressources affichées lors de la déclaration trimestrielle, qui vont être récupérées auprès du DRM, on va les avoir, elles vont être remontées à l'allocataire et elles vont aussi être remontées, nous, à nos agents quand ils vont valider les ressources. Mais quand on va avoir l'arrivée d'une nouvelle personne au foyer, cette personne-là, elle pourrait être connue au DRM ou pas forcément, suivant que nous, le dossier il est à jour ou pas. Donc, si le dossier est à jour, que la vie de couple elle est enregistrée, tout ira bien. Si le dossier n'est pas à jour, il faudra que l'allocataire continue, que l'allocataire, la première fois où il va mettre son conjoint, il saisisse manuellement les ressources de son conjoint. D'où l'intérêt de bien nous signifier, quand il y a une situation familiale qui est changée avec l'arrivée d'un conjoint, nous signaler rapidement pour que lors de la prochaine DTR, ça puisse être rapatrié par le fameux DRM. Alors, afin de simplifier et de sécuriser les démarches des usagers, certaines ressources sont récupérées auprès des employeurs des organismes, on vous l'a déjà dit, salaire, indemnité chômage, IJ, retraite. Donc, c'est bien les ressources qui sont récupérées, c'est bien le montant net social, qui est différent du net fiscal et du net payé. Et pour les ressources récupérées, la notion de mois de perception, elle disparaît, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, et c'est bien la date à laquelle l'employeur ou l'organisme qui a versé la somme, elle va être bien sur le mois versé par l'employeur ou l'organisme social. Et ça ne peut pas être mis en cause. Toutes les ressources récupérées automatiquement sont préaffichées lors de la téléprocédure. Elles sont affichées par mois
par employeur ou organisme verseur. Donc ça, c'est important aussi, parce que si l'allocataire il a eu 2 employeurs dans le mois, il va bien avoir une ligne par employeur. S'il a été embauché par le Leclerc et s'il a été embauché par Madame Dupont parce qu'il fait des ménages, on va bien avoir 2 lignes. Et donc, l'allocataire, il regarde ce qui est indiqué, il est d'accord, il valide. Et s'il n'est pas d'accord, il les corrige. Mais comme vous l'a dit Cécile, les corrections, elles doivent être faites à la marche, puisque ce qui nous est quand même relayé, c'est que 98-99% de ce qui est remonté par le DRM, c'est fiable, c'est sécurisé et c'est correct. Alors, la déclaration en ligne. Validation obligatoire, sinon il y a absence de droit. Donc, il ne faut pas que la locataire, parce qu'il y a quand même des campagnes de com qui sont faites, qui se disent, oui, maintenant qu'ils récupèrent tout auprès du DRM, il n'y a plus rien à faire. Il y a quand même quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire sa déclaration trimestrielle, faire cette démarche, valider les montants et ajouter les montants. Si la personne a une pension alimentaire, il va bien falloir aussi qu'elle ajoute les montants qu'elle perçoit de pension alimentaire. Donc, il y a bien validation de ce qui est remonté par le DRM et compléter sa déclaration avec les autres revenus qui ne sont pas dans le DRM. Et puis, on le verra aussi, ils pourront rectifier. Alors, ça, c'est le CAF.fr, donc ça ne change pas. Quand la personne, elle doit faire sa déclaration trimestrielle, il y a toujours une alerte. Donc là, il y a une alerte sur le CAF.fr, elle doit aller déclarer ses ressources trimestrielles. Donc ça ne change pas. Personne va pouvoir aller procéder à sa déclaration trimestrielle. Donc là, par contre, à partir du mois de mars, pour ceux qui ont basculé, puisque tous ne basculent pas au mois de mars, ils vont avoir un petit pavé nouveau. Votre déclaration de ressources pour le RSA et la prime d'activité évolue. Une partie de vos ressources est déjà pré-remplie et les mois à déclarer changent. Suivez nos conseils tout au long de votre déclaration. Donc, vous avez cette petite rubrique qui a été ajoutée. La procédure de déclaration trimestrielle RSA comporte désormais 2 étapes. Donc, il y a bien une première étape où la locataire va voir ses ressources pré-remplies et une deuxième étape où la locataire va pouvoir ajouter ce qui n'a pas été dans la première phase. Donc, c'est pensions alimentaires, puisque ça concerne essentiellement les pensions alimentaires et les travailleurs indépendants aussi. Donc, premier parcours, c'est ce qu'on appelle le parcours simple, c'est-à-dire que tout est OK et il valide, tout est nickel. Donc, première étape, vous avez l'écran qui va être affiché à la locataire, le qui va avoir sur le CAF.fr. Donc, il y a bien les 3 mois. Bon, là, c'est un exemple, septembre 2023, octobre, novembre 2023. Vous avez là 3 lignes parce qu'en fait, il y a 3 employeurs différents. Et s'il y avait du chômage, ce serait indiqué aussi. Donc, il a un bouton, vous constatez une erreur, donc ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, grâce à ce bouton-là, il va pouvoir modifier les montants qui lui sont proposés. Et puis, sinon, il y a un autre bouton « Continuer » et où il pourra continuer s'il est OK. Donc là, un pop-up s'affiche pour informer que les ressources récupérées sont validées, qu'il va accéder à la déclaration des autres revenus. Donc là, c'est le premier cas de figure où en fait, il est OK avec ce qui est indiqué et il clique sur « Continuer », ce qui permet de valider ce qu'il a sous les yeux. Et ensuite, il accède à la deuxième partie, la deuxième étape, où là, il va pouvoir déclarer, donc s'il est travailleur indépendant depuis moins de 2 ans, ses revenus non salariés, ses pensions alimentaires, s'il en a, éventuellement des aides et des secours financiers réguliers, qui ne sont pas dans le DRM en fait, et il y a toujours une rubrique « Autres ressources », argent placé
et aussi les revenus perçus à l'étranger. Nous, on n'est pas trop concernés par les revenus ressources à l'étranger, perçus à l'étranger, mais les CAF limitrophes avec le Luxembourg et la Suisse sont davantage concernés. Alors, donc là, c'est le cas où il a validé ses ressources. C'est l'écran qui lui récapitule les ressources récupérées qu'il a validées. Et puis, les ressources qu'il a déclarées, par exemple, comme les pensions alimentaires. Donc, quand il y a un petit picto avec un stylo, ça veut dire qu'il peut, voilà, s'il s'aperçoit, il a mis 450 et que ce n'était pas ça, vu que le stylo est affiché, il peut encore aller modifier ce montant. Par contre, les ressources récupérées à la DRM dans le premier pavé, elles ne sont pas modifiables, puisqu'en fait, il les a validées au départ. Donc, on va voir le cas. Donc là, c'était le cas où l'allocataire, il avait validé les ressources du DRM, il avait ajouté des pensions. Et là, on va voir le cas où il va faire des modifications. Donc, c'est le parcours, on va dire, un peu plus compliqué. Donc, il va aller là, ce qui lui est présenté ne lui convient pas. Il peut aller le modifier en cliquant sur « Vous constatez une erreur ». Donc, il clique sur le bouton « Vous constatez une erreur » et il atterrit sur un autre. Voilà. Il atterrit sur un autre écran où il va modifier ce qui est en erreur. Donc, ça peut être ses salaires, ça peut être ses indemnités chômage, ses pensions retraite. Donc là, il fait le choix d'aller modifier, il faut qu'il aille modifier la nature de revenu qui est incorrecte. Donc là, par exemple, c'est les salaires. Et ensuite, il va déclarer s'il y a plusieurs employeurs, quel est l'employeur concerné. Et ensuite, il va aller aussi modifier le mois concerné. Donc, c'est vraiment étape par étape. Donc là, il a choisi son employeur et il va aller modifier, par exemple, la ressource du mois d'octobre qui est incorrecte. Et il va mettre le montant et le modifier. Alors, avant de modifier, vu que c'est une modification et que par principe, on dit que le DRM, c'est fiable et c'est ce qui doit être retenu, il devra aussi obligatoirement déposer une pièce justificative. S'il n'a pas sa pièce justificative, donc qui va être téléchargeable, soit il la prend en photo s'il a un mobile, soit il est sur ordi, il faudra qu'il ait numérisé déjà son bulletin de salaire. Si il n'a pas de pièce justificative, il ne pourra pas aller au bout de sa démarche. Donc, dès qu'il y a une modification du montant qui lui est préaffiché, il faudra aussi qu'il joigne la pièce justificative. Donc là, en l'occurrence, le mois d'octobre 2023, son bulletin de salaire du mois d'octobre 2023 pour son employeur, l'employeur qu'il a sélectionné. De toute façon, le parcours de signalement ne peut pas être validé si la pièce justificative n'est pas injectée. Alors attention, le système ne prend pas en compte la nature de la pièce justificative. C'est-à-dire que s'il veut nous mettre une feuille vide ou un RIB ou quelque chose qui n'a rien à voir, tant que la pièce justificative est injectée, c'est OK. Par contre, on ne va pas les détecter si c'est un bulletin de salaire, etc. Mais il faut qu'ils nous fournissent une pièce justificative. Donc, après la modification, il y a un pop-up de confirmation qui précise à l'usager que ces corrections sont prises en compte pour le calcul de ses droits et il ne pourra pas réaliser un nouveau signalement sur ses ressources. Ce signalement sera adressé donc à la CEM. Donc, nous, c'est la cellule qui va expertiser le bien fondé de la modification. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'attente de l'analyse de cette fameuse cellule, nous, on prend ce que l'allocataire a rectifié. C'est-à-dire que si le DRM avait mis 1 000 € et que l'allocataire, lui, il a dit « maintenant, je n'ai pas eu 1 000 € j'ai eu 800 € et qu'il nous a bien fourni le bulletin de salaire », nous, on va faire le calcul tout de suite avec ce qu'a déclaré l'allocataire, donc avec les 800 €.
Et c'est seulement après, lorsque la cellule d'expertise aura analysé les pièces, donc elle va le faire. Donc on sait qu'elle ne va pas le faire le lendemain, ni sur le lendemain, ni la semaine suivante. Donc on n'a encore pas les délais, mais on sait que ça pourra être long. Elle pourra le faire 1 mois ou 2 mois après la déclaration trimestrielle. Donc si l'allocataire a rectifié et que ce n'était pas justifié, on reprocédera à un autre calcul et il pourra y avoir éventuellement des indus. En fait, l'objectif, du coup, c'est de ne pas établir une rupture de droit en attendant que la cellule d'expertise analyse la contestation de l'usager. On ne veut pas suspendre les prestations tout le temps que, du coup, on n'est pas sûr. Donc, dans tous les cas, on préfère, en fait, se baser sur le déclaratif et la contestation de l'usager, quitte à effectivement, lorsque la cellule va expertiser et si elle se rend compte que ce que l'usager nous a envoyé comme pièce justificative ne correspond pas et qu'il faut bien reprendre les données du DRM, et bien faire un indu à l'allocataire et lui réclamer les sommes versées. Donc, à la fin de sa déclaration trimestrielle, s'il a effectué une modification, il le verra puisque les montants sont indiqués en bleu, un peu plus foncé. Alors, il peut faire plusieurs signalements sur sa DTR. Donc là, par exemple, il a fait un signalement sur le mois de septembre 2023, qui est en bleu, et sur le mois d'octobre 2023. Et une fois qu'il a ça, il peut valider et il va accéder à la deuxième partie de la déclaration trimestrielle. Donc là, on vous a remis tous les pièces justificatives. Bon, en gros, s'il rectifie ses salaires, on va lui demander un bulletin de salaire. S'il rectifie des montants en chômage, il faudra qu'il joigne un justificatif avec ses montants de chômage. Bon, on ne va pas tout vous détailler, mais ça, c'est ce qui va être affiché à l'allocataire en fonction de ce qu'il coche. Ça va bien lui être mis bulletin de salaire à fournir ou relevé de situation chômage, etc. Alors, sur le CAF.fr, au moment du passage dans la réforme, les ressources affichées vont être celles de M-4 à M-2. Donc, en fait, là, il y a un changement de trimestre qui va apparaître et les allocataires vont certainement s'en apercevoir. Il y a un nouvel édito informatif du coup qui est affiché pour les aviser de ce changement de trimestre. Il informe l'usager que les ressources que nous prenons en compte sont celles qu'il a déclarées ou celles que nous avons récupérées directement auprès de l'employeur et sur la nouvelle trimestrialité. Alors, ça va avoir pour incidence de prendre pour certains 2 fois le même mois. Je crois que c'est indiqué plus loin. Non, on est sur l'accompagnement des usagers après. Oui, donc par exemple, là, les personnes qui basculent au mois de mars, on va leur demander novembre, décembre, janvier. Puisque février, on ne peut pas le récupérer. Novembre, décembre, janvier. Et avant la réforme, en fait, le mois de novembre, elles l'avaient déjà déclaré auparavant dans leur ancienne DTR. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, la réforme, pour le premier mois de réforme, il y a un mois qui va être en commun avec la dernière DTR, qui peut perturber l'allocataire. Et c'est pour ça qu'ils ont créé une mesure compensatoire. Donc ça, par contre, je crois qu'on en parle, qu'ils ont créé la mesure compensatoire au cas où ce fameux mois de novembre, en fait, qui a été pris 2 fois, il a été pris pour l'ancien calcul, va être repris une deuxième fois. S'il est plus important, si c'est un montant important qui désavantage l'allocataire, on va grosso modo l'exclure. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire du coup sur la réforme de la solidarité à la source et surtout en fait la partie technique.
Après, bien évidemment, pour que du coup on puisse accompagner les usagers, on a fait énormément de communication, que ce soit au niveau local, mais également au niveau national. Pourquoi? Parce que là, on va quand même changer les habitudes des usagers hein, en matière de RSA et de primes d'activité, avec du coup une partie déjà précomplétée. Alors, clairement, avec les retours des CAF de pré-série, le retour est plutôt positif dans le sens où les usagers sont plutôt rassurés de voir les montants qui s'injectent directement et ils ont moins de choses à faire en fait. Hein. Ils ont juste à vérifier et à valider. Donc, du coup, on est quand même sur un passage quand même très positif. Il y a juste ce parcours de contestation. Si toutefois les usagers contestent le montant d'aide sociale, bien évidemment, le signalement de contestation ne sera pas pris en compte puisque c'est bien le montant d'aide sociale en fait qu'on doit déclarer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis effectivement le mois de novembre, on fait des campagnes de sensibilisation. Donc, pour communiquer sur la réforme, non seulement le national a envoyé la semaine dernière des SMS à tous les bénéficiaires de primes d'activité et de RSA, mais nous, en parallèle, on l'a aussi fait, que ce soit par mail, par contact sortant ou même par SMS. Donc, il y a plus de 14 000 SMS qui sont partis et des mails pour informer les usagers déjà qui devaient bien déclarer le montant d'aide sociale. C'est vraiment une passe qu'on a voulu remettre en avant parce que du coup, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément ce qu'ils font. On a fait aussi un parcours local sur CAF.fr, le même type de parcours qu'on avait fait pour je déclare une naissance ou je me déclare séparée. Là, on a fait je déclare mes ressources trimestrielles RSA et primes d'activité, où on peut retrouver des tutos, des vidéos sur la réalisation de la démarche en ligne, sur ce que c'est surtout le montant d'aide sociale. Et en complément de toute cette communication sur les réseaux, on a aussi fait du contact proactif par contact sortant. Et il faut savoir que avant la mise en place de la réforme, donc avant samedi, on avait la possibilité de consulter, nous, du coup, les données du DRM. On avait la possibilité de les consulter. Par contre, on n'avait pas le droit de dire à l'usager qu'on avait la possibilité de voir les ressources. Ce qui fait qu'on a fait des comparatifs en fait, entre ce que l'usager déclare dans les déclarations de ressources trimestrielles et les montants que nous, on pouvait voir au DRM. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'écarts. Donc, on a sensibilisé nos usagers là depuis le mois de décembre qu'on fait du contact proactif. On a plus de 1000 allocataires qui ont été contactés pour leur réexpliquer ce que c'était que le MNS, mais aussi là récemment pour leur dire qu'attention, ils basculaient dans la nouvelle réforme, que les ressources allaient être précomplétées et que nous, on s'était aperçu que sur leur ancienne déclaration de ressources, ils n'avaient pas mis le montant d'aide sociale ou mis les bons montants. Donc, c'est toute une communication renforcée qu'on a mis en place avec eux par téléphone pour réaffirmer le montant d'aide sociale et bien leur dire que c'était ce montant-là à déclarer. On a des articles sur CAF.fr également et puis une foire aux questions qui est important du coup sur les questions les principales que peuvent se poser les usagers avec cette nouvelle réforme. Voilà, donc ça, c'est vraiment la communication qu'on a mis en place pour les usagers. Du coup, il y a des SMS qui sont partis les 27 et 28 février qui n'ont pas donné lieu, en tout cas personnellement dans nos accueils, à un flux massif. Du coup, peut-être que dans les espaces France Service ou les points relais, vous allez avoir des questionnements. Là, les usagers commencent à déclarer leurs ressources, enfin, du moins à valider leur déclaration de ressources trimestrielles, puisque nous sommes le 3 mars. On a déjà des ressources qui sont injectées. Enfin, les DTR sont déjà validés. Moins que habituellement. Donc, peut-être que l'usager se pose des questions et on va avoir un impact sur notre relation de service à compter de cette semaine. En tout cas, on a déjà des validations de déclarations qui ont été faites ce week-end. Donc, avec un slogan qui est donc vérifier, valider, c'est déclaré.
Et en complément, bien évidemment, on envoie en fait des mails, des SMS, etc. Au niveau de l'accompagnement des partenaires, on fait ce webinaire donc spécifique pour vous. Il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questions. On a fait des réunions plus particulières et de manière individuelle avec le conseil départemental, la caisse primaire d'assurance maladie et la MDPH. Parce que c'est important aussi que vous, en tant que partenaire, vous ayez vraiment l'ensemble des informations pour pouvoir mieux accompagner nos usagers. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, le webinaire était quand même assez long, puisque avec cette réforme, il y a beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que, du coup, il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce que c'est clair pour vous ? Bon, dans tous les cas, vous n'hésitez pas. Nous, on vous enverra l'enregistrement du webinaire ainsi que le support de présentation et l'Action sociale vous enverra également les affiches pour les différents ateliers maternité et les cafés parents. On vous remercie vraiment d'avoir écouté ce webinaire pendant nos 2 heures. On vous souhaite à tous une excellente journée. Bon appétit. Bon appétit.